Bonjour à tous et bienvenue sur Pulsation. Cet épisode a été réalisé au Salon Infirmier. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue sur Pulsation. Bonjour Gary. Bonjour Alexandre. On est au Salon Infirmier. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Alors oui, moi je m'appelle Gary Laudren, du coup j'ai bientôt 38 ans. Je suis infirmier de formation, puis infirmier anesthésiste, et actuellement j'occupe le poste de coordinateur de recherche paramédicale. Ok, merci. On pose toujours la même question pour commencer. Qu'est-ce qui t'a amené à la santé, initialement? Alors ce qui m'a amené dans la santé, à la base j'étais pas destiné à la santé. Moi tout ce qui est vocation, ça ne me parlait pas. Moi j'ai commencé par des études de biologie et vite j'ai vu que ça allait être des métiers plutôt théoriques et j'avais pas envie de ça. Et moi je viens d'une famille où il y a beaucoup de soignants, des médecins, des préparateurs en pharmacie, des pharmaciens, des infirmiers, des infirmières. Et je voulais des études courtes puisque j'avais déjà entamé quasiment 5 ans d'études. Je voulais des études courtes pour rentrer rapidement dans la vie active et ça s'est offert à moi. C'est l'occasion qui a fait le larron. Qui a fait le larron, exactement. Et du coup, alors, ton début de carrière, tu le passes comment? Mon début de carrière, en fait, entre ce que j'avais projeté en rentrant à l'école d'infirmier et ce qui s'est passé à la sortie de l'école d'infirmier, en vrai, il y a eu un monde. Juste pour faire un petit flashback, moi, j'ai fait beaucoup d'animation quand j'étais plus jeune, notamment à la fac, et beaucoup d'animation avec le public en situation de handicap. Donc, en fait, moi, quand j'ai été à l'IFSI, j'ai tenté d'abord l'école des DUXP, donc, qui ne m'a pas plu. Donc, je me suis orienté rapidement vers infirmier. Moi, quand je suis rentré à l'IFSI, je savais, je ferais de la psychiatrie. Je le savais. Je suis sorti de l'IFSI, j'ai fait de la réanimation. Donc j'ai commencé dans un service de réanimation dans un hôpital de périphérie parisienne où j'avais un poste, alors pas mixte, mais en fait j'avais une grande partie de mon activité qui était en réanimation et quelques nuits supplémentaires qui étaient sur le pôle. Okay. Donc en fait j'ai fait des urgences, j'ai fait de la médecine de courte durée, j'ai fait de la neurologie, voilà, ce genre de choses. Et quand est-ce que tu as ressenti ce besoin de devenir IAD du coup? En fait, je me suis posé la question rapidement parce que moi, je côtoyais des IAD dans mon entourage proche, mais sans savoir ce que c'était. Et en fait, quand j'ai vu qu'il y avait une autre relation avec le médecin, qui avait une part d'autonomie qui était quand même un peu plus grande, avec d'autres conditions, et en fait, on changeait de regard sur le patient au final, je me suis dit c'était pas mal. Donc en fait ça faisait 3-4 ans que j'étais infirmier et je me suis lancé dans l'aventure IAD. Ok. Et tu as fini tes études quand d'IAD du coup? J'ai fait mes études il y a 10 ans. Ouais, ça fait un moment du coup. Ça commence. Et en tant qu'IAD, t'as bossé où du coup? Alors j'ai eu un poste qui est... alors j'ai eu 2 postes d'IAD. Et des postes qui se ressemblent en fait. J'ai eu la chance, parce que c'est une vraie chance en tant qu'infirmier anesthésiste, d'avoir un poste mixte. Donc j'avais moitié de mon temps au bloc opératoire, moitié de mon temps au SAMU, enfin au SMUR. Et j'ai fait ça chez l'adulte et en pédiatrie. Donc du coup j'ai eu un panel large de ce qu'on peut voir en anesthésie. C'est le poste rêvé de beaucoup de monde, je crois. Hein. Bah ouais, au final. Et encore une fois, c'est vraiment des occasions que j'ai eues parce que j'étais pas prédestiné à faire ça. T'avais des psychiatries au début. Hein. Oui, voilà. Et au final, ça s'est fait un peu bon gré mal gré, j'ai envie de dire. Bon, ton activité aujourd'hui, c'est pourquoi on te connaît, c'est pour tes travaux autour de la psychologie, de la pédagogie. Et ça, quand est-ce que c'est venu du coup? En fait, c'est venu au fur et à mesure. C'est venu saupoudrer un petit peu tout au long de ta carrière. Ouais, tout au long de ma carrière, tout le quotidien qu'on peut avoir en tant qu'infirmier. En fait, t'encadres les étudiants, que ce soit des étudiants en santé ou des étudiants strictement infirmiers. T'expliques aux nouveaux collègues quand ils arrivent. Et en fait, tu t'aperçois qu'il n'y a pas 2 personnes pareilles. Et donc, en fait, je dis mais en fait, j'ai dû trouver des subterfuges, entre guillemets, pour me dire, OK, pourquoi là, mon nouveau collègue, lui, il a compris quand je lui explique de la dilution lambda, et pourquoi ma nouvelle collègue, elle comprend pas. Ou en tout cas, pourquoi ça passe pas de la même manière. Et en fait, progressivement, c'est venu d'abord la pédagogie, puis la psychologie, et là, vraiment, je suis en pleine réorientation de carrière. Parce que du coup, alors comment la pédagogie, tu l'as rentrée? Parce que du coup, tu as un CV qui est long comme le bras.
Parce que tu as plusieurs diplômes, tu peux nous en parler? Alors oui, j'ai passé au fur et à mesure plusieurs diplômes, mais d'abord d'une part pour me sentir un peu légitime, parce que c'est vrai quand on est infirmier, en fait, on se sent pas légitime de faire les choses. Donc en fait, je me suis senti obligé de prouver au monde que j'étais légitime par une diplomation académique, ce qui est très bien en soi. Mais au final, avec le temps et la sagesse, je m'aperçois que la diplomation académique, elle n'est pas forcément nécessaire. La légitimité, c'est toi qui viens la trouver et qui vient la forger par tes actes, au final. Mais bon, on va pas refaire l'histoire. J'ai fait plusieurs choses. J'ai commencé... Attends, je réfléchis, hein, parce que du coup, comme tu dis, il y en a plusieurs. Je crois que j'ai commencé par la FGSU, de façon classique. Puis j'ai fait le master de sciences de l'éducation, où j'avais besoin plutôt d'un étayage théorique, parce que j'entendais beaucoup de choses. En fait, la pédagogie, c'est comme toute science, au final, il y a différents courants. Et j'entendais le socio-constructivisme, le behaviorisme, le connectivisme. Moi, je ne m'y retrouvais plus. Il y avait la FGSU d'un côté, la simulation de l'autre, la ludopédago de... Je me suis dit, attends, moi, j'ai besoin d'un temps mort, de me poser, qu'on m'explique. Voilà, exactement, d'avoir un cadre. Exactement. Je pense que tu as mis le mot. J'avais besoin d'un cadre. Et moi, de choisir aussi la direction que j'avais envie de prendre. Parce qu'à la différence des diplômes d'État, moi, le master, j'ai vu ça comme une boîte à outils, si tu veux. Ça n'a pas révolutionné ma façon de faire. Comme tu dis, ça m'a donné un cadre, ça m'a donné des orientations. Ça donne des outils aussi, j'imagine. Exactement, des outils que j'ai utilisés ou pas, tout de suite ou pas. Il y a des outils que j'ai abandonnés en cours de route. Il y en a que j'ai réinvestis. Et donc voilà, le master est arrivé. Après, naturellement, je suis arrivé à la simulation. Et tranquillement, je suis arrivé aux instructions. Donc formateur à FGSU, formateur de formateur en simulation, et ainsi de suite. Ok, et tu as utilisé un mot que moi j'aime beaucoup, qui est la ludopédagogie. Comment tu t'es formé à la ludopédagogie? Eh ben en fait, un peu naturellement pour le coup, c'est là quand je te disais la légitimité. Au final, je crois que c'est ma première expérience terrain qui me rend légitime, parce que quand moi j'ai commencé la ludopédago, les gens ils me riaient au nez, vraiment. Moi on m'a même dit, hein, tu fais un master Barbie ou un master Lego. Voilà, moi quand j'utilise les Lego en formation au début. Mais non, mais n'importe quoi. Les Lego, c'est pour les gamins. Mon fils de 3 ans, il fait ça. Bon, soit. Hein. Et maintenant, on vient me chercher pour que j'explique la démarche derrière. Parce qu'en fait, il y a une vraie démarche que j'ai étayée. Alors, pas que moi. Hein. Il y a les sciences du jeu, ça existe. Les sciences du jeu ont étayé cette démarche. Les sciences cognitives ont étayé cette démarche. Les sciences naturalistes aussi. Et donc, au final... Les neurosciences ont étayé cette démarche. Les neurosciences. En fait, on a vu que le jeu, c'était... un prétexte. Et quand on a compris qu'au final, la pédagogie, enfin les outils pédagogiques, c'était au final que des prétextes, la simulation, c'est qu'un prétexte à discuter, à débriefer, et en fait à tirer le fil de ce qui se passe dans la tête des gens, là, au final, le jeu, c'est devenu merveilleux. Et non, je me suis un peu formé sur le tard parce que j'aime jouer, en fait. J'ai une appétence naturelle pour le jeu. Non, mais ça, je pense qu'on se retrouve là-dedans. Oui, je pense que c'est pour ça qu'on s'entend bien. Hein. Et du coup, tu parlais d'une démarche autour de la ludopédagogie, mais c'est quoi cette démarche concrètement? Comment ça marche? C'est quoi les avantages? Alors, les avantages de la ludopédagogie par rapport au métier de soignant, on va pas se mentir, hein, c'est un métier qui est très dicté académiquement. Je m'entends par là, c'est que il y a des castes un peu historiques. Il y a les médecins, les infirmiers, et même au sein des infirmiers, il y a différentes divisions. Il y a les infirmiers spécialisés, puis les infirmiers en soins généraux. Voilà, il y a une espèce de truc un peu historique qui s'est installé. Et au final, j'ai fait de la ludopédagogie plutôt naturellement en me disant ça va brouiller les pistes. Et au final, quand tu es... je vais prendre l'exemple d'un escape game. Quand tu fais un escape game et tu es détective privé, tu es détective privé. Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'aide-soignant, il n'y a pas d'infirmier. Et au final, le gradient hiérarchique, d'un côté, donc le gradient hiérarchique, c'est quand académiquement, tu imposes, mais de façon totalement inconsciente, un gradient aux autres. Par exemple, on a tous connu quand le chef de service parle, naturellement, tu vas avoir du mal à parler derrière lui. Et en fait, ça, ce gradient, il se lisse. Mais il y a l'inverse aussi, il y a ce qu'on appelle l'angoisse de performance. Et ça, on l'oublie souvent, surtout pour les médecins, qu'il peut y avoir en simulation. Au final, eux, ils ne sont pas médecins. Donc, c'est pas eux qu'on le... parce que souvent, quand on fait de la simulation avec des infirmiers ou des aides-soignants, ils vont appeler le médecin pour déverrouiller la situation. Et là, en fait, les médecins, ils peuvent aussi avoir un rôle de support.
Ils sont pas que décisionnaires. Et ça, je l'ai vu là dernièrement, il y a encore 15 jours, où en fait, on a mixé une séance de simulation la veille et de la ludopédago le lendemain. Le médecin, moi, elle me dit, j'ai détesté ton escape game. J'étais hyper surpris. Je dis, ah bon Mais tu sais, elle avait le sourire. Et elle me dit, mais par contre, ce que j'ai adoré, c'est que là, personne ne se reposait sur moi comme hier. Et en fait, au final, elle a aimé. Bon, elle n'a pas aimé la ludo, c'est ce qu'on peut entendre. Hein. Le jeu, on n'aime pas forcément ça. Mais elle a aimé le fait de ne pas être sollicité. D'avoir pris une autre place. Exactement. Et en fait, ça gomme la ludopédagogie, ce qui est bien, quand c'est bien amené, hein, c'est que ça gomme toutes les étiquettes de rôle. Et donc, au final, on n'est que des joueurs. Et ça, on est sur un pied d'égalité. Et tu as dit un truc qui est bien, c'est que la ludopédagogie doit être bien amenée. Parce que aujourd'hui, c'est un terme qui est un peu à la mode. Tout le monde part, tout le monde se l'accapare. Mais il y a des vraies conditions, des vraies règles. C'est un peu comme la simule en fait. Hein. Il y a des conditions dans lesquelles on peut le faire, des conditions dans lesquelles on ne peut pas le faire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça? Ah oui, bien sûr. C'est comme tu dis, pour rebondir sur la simule, la Sophrassim, elle a sorti il n'y a pas très longtemps le nouveau guide. Et par exemple, l'escape gaming, maintenant, c'est rentré comme modalité de simulation. Moi, en 2017, je crois, quand j'ai fait mon mémoire de master, j'ai étudier la différence entre le jeu et la simulation. Vraiment le jeu vidéo et la simulation. Et en fait, j'ai interrogé des gens, c'était un mémoire qualitatif. Et en fait, il y a vraiment le curseur de la réalité. Où est-ce que tu pousses la réalité? Et en fait, plus tu enlèves de la réalité, mais fonctionnelle, de ma fonction, plus tu es dans le jeu. Mais il y a des règles, en fait. Je vais être un peu provocateur, mais quand tu fais un quiz médical et que tu mets juste une couche de qui veut gagner des millions, c'est pas un jeu. Hein. Ça reste une évaluation déguisée. Donc ça, c'est la gamification. Et en fait, il y a plein de termes qui viennent un peu brouiller les pistes. Mais oui, comme tu dis, en fait, il y a des règles comme la simulation. Et en fait, un jeu, ça reste un jeu. Et la grande différence du jeu, c'est qu'un jeu, tu peux perdre. Donc en fait, il faut l'accepter. Pas obligé, faut pas amener les joueurs toujours à gagner. Mais le jeu, ça doit servir ton propos pédagogique et pas l'inverse. Et c'est un outil au service du message. Ah bien sûr. Comme n'importe quel outil pédagogique, il faut d'abord que tes objectifs pédagogiques soient pensés, posés, approuvés, avant de te dire je vais en faire un jeu. C'est pas tu dis j'ai envie de faire un jeu, donc je vais inventer quelque chose derrière. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui prennent, parce que moi, on me demande souvent d'évaluer les dispositifs ludiques, parce qu'avec mon master, en fait, j'ai le titre un peu pompeux d'ingénieur pédagogique, donc j'évalue les dispositifs. Et en fait, très rapidement, je leur dis en fait, vous avez pris un jeu et vous avez construit autour. Et en fait, c'est l'inverse. Construisez votre objectif et après, on voit ce qu'on peut mettre comme modalité. Ça ne reste qu'une modalité. Tu parlais tout à l'heure de gamification. C'est quoi la gamification? Alors là, pareil, alors je suis désolé pour tous les puristes. Comme tout, en fait, chacun a sa définition. Pour moi, la gamification, c'est mettre une couche de jeu, donc plutôt un vernis ludique, mais il n'y a pas de mécanique de jeu derrière. Voilà, c'est comme je te dis typiquement, je fais un quiz, je lui mets un qui veut gagner des millions, une lumière verte, une lumière rouge quand c'est une mauvaise réponse, un peu de son, il y a rien de jeu, c'est j'ai une bonne réponse, oui, non, je gagne rien derrière, voilà, ça c'est de la gamification. Voilà. À mon sens. Hein. Non. Et quelle forme peut prendre la ludopédagogie alors? Si un quiz, ça en est pas. Quelle forme ça peut prendre et jusqu'où on peut aller avec quoi? En fait, au final, tu peux avoir différentes formes. Hein. Un quiz, ça peut en être, bien évidemment, mais tu as quelque chose derrière. Est-ce que tu as des équipes? Est-ce que tu as quelque chose à gagner? Est-ce que tu as quelque chose à perdre? Tu vois, est-ce que c'est évaluatif ou pas? Ça peut prendre différentes formes. Hein. Tu peux avoir du jeu de construction. Tu vois, moi, j'utilise beaucoup un jeu de briques finlandais très populaire. Je sais pas si on peut donner une marque, mais en 4 lettres. J'utilise aussi des personnages... des petits personnages en avant les histoires. Voilà. Bon, tu peux le dire. De toute façon, Lego Playmobil. Tu vois, donc ça, c'est du jeu de construction, du jeu symbolique, comme on appelle dans le jargon. Mais ça peut être aussi un jeu de société. Tu peux détourner un jeu de société, des jeux imaginatifs comme Dixit, par exemple. Moi, concrètement, en formation, quand j'aborde, par exemple, des formations sur l'erreur ou la représentation de l'erreur, j'utilise les cartes de Dixit. Tu vois, comme du photolangage. Donc c'est très imagé, Dixit. Y a rien de concret, c'est assez onirique. Ça peut prendre plusieurs formes. Tu vois, j'utilise aussi beaucoup l'escape game. J'adore l'escape gaming. Tu vois, j'utilise des valises d'hôtesse de l'air où il faut retrouver un crash d'avion, par exemple, ou le laryngo d'or pour un autre type d'escape. Donc ça a plein de formes différentes.
Et du coup, est-ce que tu peux nous appeler? Alors là, demain, je t'appelle et je te dis voilà, Sharding Experience, je veux créer une formation ludifiée sur j'en sais rien, un thème au pif, l'intubation urotrachéale. Yad, Laryngo d'or, tu m'as lancé. Ouais, bien sûr. J'étais obligé. Mais du coup, c'est quoi les étapes? Comment tu t'y prends? Alors du coup, on va réfléchir encore une fois, je vais repartir, ça va être un peu rébarbatif, Ouais. Mais je vais repartir sur la base. Quels sont les objectifs? Est-ce que le jeu est vraiment nécessaire pour un geste procédural? Ouais. Je suis pas sûr. Ouais. Ça peut, mais encore une fois, j'ai pas la réponse. Mais là, de prime abord, comme ça, je te dirais non. Mais enfin, je te dirais pas non pour t'accompagner, bien évidemment, mais voilà, on va reposer l'objectif, on va se dire quelle est la modalité, quelle est la meilleure modalité. Est-ce que j'ai envie de dire, je vais utiliser un mot un peu la plus écologique, c'est-à-dire celle qui coûte le moins cher et la moins coûteuse pour le coup et qui se rapproche le plus de l'environnement réel. Et que t'amènera le plus de résultats. Exactement. Parce que, tu vois, si tu fais un Laryngo d'or, parce qu'en fait, au final, parce que le jeu, comme je te disais, il y a ce curseur de réalité. Pour un geste procédural, t'as quand même besoin d'être dans le concret réel. Et puis, il y a d'autres outils plus simples. C'était pas un bon exemple, l'IoT, mais... Mais par exemple, le jeu, ça peut être un bon exemple sur les facteurs humains, par exemple. Allez, ouais, très bien. Tu vois, les facteurs humains, le jeu, c'est un super exemple. T'en fais en simulation en J1 et tu ramènes du jeu en J2. Comme ça, les gens, ils expérimentent leur fonction d'infirmier, de médecin, d'aide-soignant, de kiné, de ce qu'ils veulent. Et le lendemain, ils expérimentent avec le jeu leur personnalité, j'ai envie de dire. Voilà. Et ils voient ce que c'est qu'un gradient hiérarchique, ils voient ce que c'est qu'un effet tunnel, mais en dehors du cadre du soin et de la performance. Parce que va dire à un IAD ou un médecin, vous avez un effet tunnel, le patient il désature, c'est pas le moment. Enfin, tu vas parler d'effet tunnel, bien évidemment, mais tu vas surtout parler de comment on va éviter que le patient désature ou les solutions de secours. Alors qu'avec le jeu, tu vois, tu crées un effet tunnel de A à Z, il n'y a pas de conséquences. Tu n'ouvres pas la boîte du Laryngo d'or, tu n'ouvres pas la boîte du Laryngo d'or. Il y a pas de... Si tu veux, tu vas pas créer une angoisse de performance. Et donc, du coup, tu définis tes objectifs, tu décrètes que le jeu, c'est un bon moyen. Comment tu fais pour créer le jeu? Alors, soit tu dévies une règle qui existe déjà. Il y a plein d'outils qui sont très bien faits. Moi, je fais pas de pub, mais j'utilise beaucoup les Mechanic Art de chez Prismatic, qui est une boîte de ludopédago, enfin pas de ludopédago, mais de gamification, qui existe depuis des années. Et en fait, qui te permettent d'avoir une règle de jeu et tu tires des cartes et tu peux les modifier. Tu peux les modifier. Tu peux modifier quelques règles. Donc, tu peux partir de quelque chose qui est pas coûteux. Tu peux monter un escape game, par exemple. Là, pour le coup, tu le montes de A à Z. Encore une fois, tu vas poser les objectifs. Je reviens au BABA. Tu poses les objectifs, tu les ludifies et tu t'en refais une traduction derrière. Donc, en fait, tu les grimes un peu. Voilà. En fait, il y a plein de façons de faire différentes. Et combien de temps ça prend de créer un jeu? C'est variable. Créer un jeu de A à Z, un jeu de plateau, par exemple, ça peut aller de 15 jours à plusieurs mois. Parce que le jeu, il y a des phases de test. Parce qu'entre ce que tu as imaginé, l'écriture des règles, l'équilibrage, le nombre de joueurs, le matériel. Là, j'avais prévu des cartes. Au final, les cartes, c'est pas bien. J'avais prévu des pions. Au final, c'est pas à l'aise. Et puis, en fait, au final, on a toujours tendance à avoir le syndrome un peu de Las Vegas, d'en mettre toujours plus. Puis je vais mettre 7 règles, plus 7 règles, plus 7 règles, plus 7 règles. Au final, ça peut te prendre un certain temps. Parce qu'aujourd'hui, tu fais beaucoup d'escape games. Ça te permet de travailler quoi particulièrement, les escape games? Alors, les escape games, ça te permet vraiment de travailler le positionnement. Tu travailles vraiment comment la personne elle va se positionner en tant que personne, c'est un peu bête, mais là, t'es pas médecin, t'es pas infirmier, t'es pas aide-soignant. Comment tu te positionnes? Et là, tu peux lui dire, là, si toi, tu joues demain, tu dis, voilà, Alex, là, par exemple, on va débriefer. Comment simu? Tu fais un brief, une séance de simu ou une séance de jeu, un débrief, obligatoirement. La ludopédagogie, je ne l'ai pas dit, mais ça suit les mêmes étapes que la simu. Tu débriefes, tu laisses pas partir les gens dans la nature. Sinon, ils ont passé un bon moment. Et tu n'as aucun apprentissage derrière. Mais ça va permettre surtout de travailler les compétences psychosociales, les compétences non techniques, la communication, ce genre de choses. Ok. Il y a des sujets que tu t'aimes particulièrement, toi, à faire en jeu? Toi, sens social, communication. Oui, c'est ce que je préfère le plus. J'aime bien aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est avec certains publics, c'est en fait, tu les vois au début, ils sont
pas chaud. Et en fait, c'est de leur montrer, bah tu vois, là, tu as eu telle compétence. Tu vois, on parlait du leadership tout à l'heure, bah, tu croyais ne pas avoir de leadership, bah regarde comment tu as mené. Ouais. Si on a ouvert le cadenas, bah, c'est grâce à toi en fait. Ouais. Et en fait, ça vient même pas de moi, ça vient de l'équipe en elle-même. L'équipe a dit, qui mais débrief, si, bah ouais. Dit, mais si, mais oui, mais tu as réussi. Bah, si tu n'avais pas trouvé ce micro-indice, voilà. Et pareil, pour des gens qui sont assez timides, là, ils arrivent à se positionner, à comment être écoutés. C'est souvent ça, on dit un message, soit j'ai pas su être entendu, soit je n'ai pas été entendu. Et en fait, souvent, tu as toujours l'impression de donner des causes externes. C'est toujours la faute des autres, c'est jamais ta faute à toi. Et là, en fait, bah, les gens se rendent compte si qu'ils ont une voix, en fait, et qu'ils sont capables d'être écoutés. Et ça, moi, j'adore. C'est le truc que je préfère, c'est quand les gens se rendent compte des capacités qu'ils ont à l'intérieur. Et ça, c'est... Parce qu'en plus, toi, tu as une petite casquette supplémentaire qui alimente tout ça, tu t'intéresses beaucoup à la psycho. Ouais. Parce que tu as quoi, du coup, comme parcours Et bah là, j'ai une licence de psychologie et à l'heure actuelle où on tourne, après, là, dans quelques jours, je saurai dans quel master de psychologie je suis affecté pour avoir le titre de psychologue social. Okay. Ouais. Comment la psychologie, ça influe sur ce travail de pédago? Et ben, en fait, vraiment, ça l'a transformé. Il n'y a pas d'autre mot. Autant, tu vois, j'étais beaucoup plus nuancé sur la pédagogie. Là, ça l'a vraiment transformé parce qu'en fait, j'ai appris, pour le coup, comme on parlait tout à l'heure, un cadre. Hein. Ouais. En fait, j'ai mis des mots, j'ai mis des théories sur des ressentiments que j'avais, des feelings, des intuitions qu'on m'avait jamais, qui nous sont assez peu explorés. Hein. Tout à l'heure, dans le salon infirmier, j'ai entendu qu'on parlait de sciences humaines, la sociologie, elle doit venir. Et je suis absolument d'accord. Et là, en fait, je mets des mots, les stéréotypes, qu'est-ce que c'est, un préjugé, qu'est-ce que c'est. Tu vois, un biais de favoritisme de groupe, qu'est-ce que c'est? Et en fait, du coup, je nourris vachement mes expériences de ludopédago. Là, je vais parler que de la ludopédago. Et je construis des vraies expériences à partir de ça pour que les gens les expérimentent et je leur donne le cadre. Je dis, bah voilà, là, ce que tu as expérimenté, ça veut dire ça. En quoi c'est bénéfique pour ton métier de soignant? En quoi ça peut être néfaste, entre guillemets, ou en quoi, attention, warning alert, en quoi ça peut te desservir. Et derrière, au final, c'est que, les gens se sentent bien dans leur position de soignant, et 2, et c'est même plutôt mon 1, qu'on bosse en sécurité pour le patient. J'ai toujours ça derrière, en fait. C'est un peu de la gestion des risques déguisée. Hein. Et du coup, toi, maintenant que tu as ce volet psycho et que tu as eu beaucoup de soignants en formation, est-ce qu'il y a des trucs de psycho qui sont comment dire, prédominants dans la population des soignants, des biais que tu as pu observer ou Ouais, bah, en fait, il y a un biais que j'ai nommé tout à l'heure, c'est le biais de favoritisme de groupe, comme on appelle. On a toujours tendance à favoriser les gens qui nous ressemblent. Tu vois, avant, j'aurais eu tendance à dire... moi, j'ai jamais été dans les guerres, médecins et soignants, machin. Ça, qu'on soit bien clair. Mais j'aurais toujours eu tendance à trouver des causes externes. Tu vois, là, j'ai toujours nuancé mon propos. Soit on n'a pas su le dire, soit on n'a pas su être écouté. Tu vois, avec ce biais de favoritisme de groupe, je reprends une phrase de ma grand-mère ma grand-mère était psychologue, sans le savoir, je pense. Une histoire a toujours 2 versions et elle dit une pièce a toujours 2 faces. Et tu vois, tout à l'heure, je parlais... du gradient hiérarchique et je t'ai tout de suite parlé de l'anxiété de performance pour les médecins. Et en fait, c'est là où j'ai appris qu'au final, on n'a pas d'ennemis. En fait, on est des groupes sociaux différents et en fait, on n'a pas les mêmes fonctionnements, même si on travaille ensemble pour le patient. Ok, il y a un gradient hiérarchique, mais les médecins, ils ont aussi des difficultés. C'est en ça que la psycho, ça me sert et que j'essaye de faire passer le message qu'on n'est pas les uns contre les autres. Et là, je ne fais pas un vœu pieux, mais c'est qu'il y a aussi des situations, des comportements, des pressions que nous, groupe infirmier, on ne peut pas comprendre du groupe médecin. Et inversement, que les médecins, ils ne comprennent pas forcément que des fois, ah, mais pourquoi vous réagissez comme ça, les infirmiers? Ouais, mais enfin, ça fait 3 fois qu'on me dit les choses, tu ne nous as pas écoutés. Voilà. Ça m'a permis de nuancer les choses et faire du lien, en fait. Je sais pas si je suis très clair, mais... Non, mais c'est assez clair, mais je pense qu'on peut le résumer simplement en disant communiquons entre nous, en fait.
je pense qu'il faut qu'on échange chacun sur nos pratiques, nos besoins, nos risques, nos dangers. Parce que j'y reviens souvent, mais tant qu'on continuera à faire une école d'infirmiers, une école d'aide-soignants, une école de médecine, qu'au bout de Tiratré, on dit maintenant vous bossez tous ensemble. Mais c'est une évidence. Ça va être compliqué d'avoir des équipes optimales. C'est une évidence. Et moi là maintenant je prêche pour quelque chose. Moi je fais beaucoup d'interdisciplinarité. Je te parlais de la dernière formation là. J'avais 3 IBOD. 2 IAD, 2 sages-femmes et un médecin anesthésiste réanimateur. C'était génial. Je me suis éclaté. Eux, ils ont adoré. Donc moi, je suis pour l'interdisciplinarité, mais aussi pour éviter, pour que tout le monde se comprenne et vive un peu ce que les autres vivent. Mais c'est aussi important d'avoir de la non-mixité, entre guillemets, pour que les gens puissent aussi parler de leurs difficultés internes, tu vois, un peu, pas sans pudeur, mais voilà, nous les infirmiers, on vit ça, nous les IBOD, on vit ça, nous les AS, on vit ça. Et tout de suite après, on fait de l'interdisciplinarité, tu vois, pour éviter les vases clos. Et au final, tu dis communiquer ensemble, c'est une évidence. Hein. C'est ça. Et en fait, la psycho, ça m'a, comme un psychologue, au final, comme un psychologue clinicien, mes séances de simulation, attention, c'est pas des séances de thérapie ou mes séances de ludopédago, mais en fait, ça offre un cadre hors du soin pour parler des difficultés. Et moi, si tu veux, je fais un peu de lien avec tout ça et je mets des mots sur des sentiments. En fait, je fais un travail de... Alors, je suis pas encore psychologue, mais et je pense que quand je serai psychologue, j'espère l'être un jour, je ferai ce travail-là. De mettre des mots sur des mots, entre guillemets, MAUX. Mais... La phrase est belle. Oui, voilà, mais sans clinique, en fait. Sur des mots de situation de travail, au du final. quotidien, quoi. Des trucs Exactement. Et c'est pour ça que j'ai choisi aussi la spécialité de la psychologie sociale, du travail et des organisations. C'est pour être dans les organisations, dans le travail, dans le groupe, en fait. C'est quoi concrètement la différence entre un psychologue social et un psychologue clinicien? Alors, le psychologue clinicien, lui, il va vraiment travailler sur le symptôme. Voilà, sur l'origine du symptôme, sur son expression, sur l'envahissement dans la vie quotidienne du patient. Alors que le psychologue social du travail et des organisations, lui, va plutôt travailler sur les interactions de groupe. Tu vois, ou comment les situations organisationnelles vont influer sur la vie de l'individu. Tu vois, moi je parle pas de patient, je parle d'individu. Tu vois, on n'a pas le même regard, on n'est pas sur le même sur le même prisme. Exactement, on n'est pas sur le même micro. Tu vois, je fais ça pour le microscope, tu vois, on n'est pas sur la même finesse. Ok. Et du coup, question bête, mais le sociologue, il a encore un étage au-dessus? Le sociologue, lui, il va travailler plutôt sur des groupes sociaux ou sur des sociétés. C'est encore un autre c'est encore état. Une échelle supérieure. Exactement. Ok. Non, mais pardon, c'est super intéressant. Et du coup, aujourd'hui, tu as un poste. Tu peux nous en dire plus? Parce que du coup, c'est pas tellement en lien avec tout ça. Alors, pas tellement, oui et non. Alors, moi, aujourd'hui, je fais donc, j'accompagne les équipes à monter leurs projets de recherche. Mais tout ce que je te disais, je m'en sers tous les jours. Pour dire, voilà, si toi, kinésithérapeute, toi, aide-soignante, parce que je fais de la recherche en soins, tu es légitime à faire de la recherche. Et c'est aussi accompagner les médecins à dire, voilà, non, mais ce sujet-là, c'est un sujet qui peut être porté par une infirmière, porté par un kiné, porté par un aide-soignant. Donc, en final, je m'en sers. Et toute ma valence psycho, sciences de l'éducation, ma valence qualitative, pour le coup, je la mets dans mon quotidien de coordinateur. Où je suis en binôme, au final. Je suis pas tout seul, hein, j'ai une partenaire avec moi. Et parce que du coup, aujourd'hui, c'est quoi ton quotidien? Mon quotidien, ça va être de suivre les projets qui sont déjà en place, de la chefferie de projet, où est-ce qu'on en est, faire de la coordination, dire là, attention, si on a un nouveau projet qui sort dans telle ou telle discipline, nos chefs de projet sont déjà en charge maximale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est d'avoir aussi une vision sur les différents guichets de financement. Là, attention, on a un appel à projet qui est important, qui va arriver à échéance. Où est-ce qu'on en est dans tel projet? Qui on dépose? Comment on dépose? Et c'est faire de l'accompagnement à la montée de compétences. Ok, là, on a commencé un nouveau projet, on est à la phase de bibliographie. Comment j'accompagne les professionnels à la bibliographie? Comment j'accompagne les professionnels à l'écriture scientifique? Parce que c'est une vraie compétence. C'est aussi de coordonner les différents acteurs. Voilà, nous, on a des des comités de pilotage réguliers avec la direction des soins, la direction de la recherche et la direction générale de l'hôpital où je suis, à Foch, où on discute ensemble quelles sont les orientations stratégiques. Ok, des fois, on nous demande, là, on a un sujet qui peut tomber, je te dis une bêtise, en néphrologie, par exemple. Est-ce qu'on a un sujet en néphro qui peut être porté? Oui, non. Voilà, c'est du pilotage. Et du coup,
comment tu pourrais mettre un peu plus à contribution tes compétences de pédago dans ton travail actuel? Parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, je vois un mec qui est très, très calé en pédago et dans sa façon d'apporter du savoir, qui travaille pour de la recherche, qui est un milieu qui demande à être vulgarisé et à être... Donc, comment tu fais pour mêler les deux? Bah justement, en fait, je pense que j'aurais pas pu faire le poste que j'ai sans Le bagage que tu as avant. Ah ouais, exactement, parce que au final, quand tu fais de la réassurance ou dire non, mais t'es légitime, tu peux, ou des choses qui sont, tu vois, des fois, les choses, elles sont tellement ancrées. Parce que moi, j'en ai pas parlé, mais j'ai quelques publications assez humbles, assez modestes, mais j'ai quelques publications. Donc, j'ai appris à écrire, même de mon background avant d'être infirmier, quand je faisais des sciences naturelles. Bah, c'est des choses que tu apprends très vite. Et je l'ai vu en psycho aussi. En fait, très tôt, on nous apprend la lecture critique d'articles, mais c'est des choses qu'on nous apprend assez peu en tant qu'infirmier ou tardivement. Et en fait, le soin prend tellement de place qu'on oublie que cette compétence, elle est nécessaire et essentielle. Bah, en fait, il faut accompagner ces gens-là avec de la pédagogie en leur disant, bah non, écoute, bah, c'est comme ça que ça va se passer. Essaye. Si tu n'y arrives pas, bah, on procède par essai-erreur. Bah voilà, je te montre une fois. Voilà, essaye. Et voilà, bah, c'est comme ça. Alors, en fait, tu accompagnes la compétence par la pédagogie. Ok. Et c'est quoi ton objectif du coup là donc dans 2 ans, tu es psychologue. Qu'est-ce que tu veux faire derrière? Ou est-ce que c'est quoi ton objectif? C'est quoi ta vision? Et ben alors, mon objectif, c'est de garder le poste que j'ai actuellement, parce que c'est un poste, tu vois, où pour le coup, ma casquette de psychologue aura toute sa place. Et c'est d'étoffer l'offre de recherche à Foch, notamment en management, en sciences humaines, avec la simulation aussi. Tu vois, on pourra faire des choses très pointues en facteurs humains, en technique d'entretien, enfin ce genre de choses, et continuer la pédagogie. C'est vraiment de muscler mon poste. Ok. Du coup, est-ce que ça va te permettre de faire des recherches sur des sujets qui sont pas actuellement traités? Je pense tout ce qui est facteurs humains, tout ça. Ah oui, bien sûr. Ouais. Alors ça, indéniablement, avec vraiment un œil, parce que du coup, le master de psycho, c'est un master qui est très orienté recherche. Et bah, bien sûr, pour le coup, j'ai choisi aussi les masters en fonction de ça aussi, en fonction de leur coloration au niveau de recherche. Bien sûr, je vais avoir des axes de recherche très orientés, psychologie des organisations, ce genre de choses, mais avec un regard qui ne sera pas le regard des cadres, qui est très intéressant et nécessaire, mais le regard, tu vois, je vais encore rechanger de bascule. De prisme. Exactement. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est pas être à contre-courant, parce qu'être à contre-courant, bah, au final, c'est fatigant, mais c'est d'être toujours un peu l'avocat du diable. Dire, mais attendez, il y a une toute petite zone grise, et si on allait gratter là? Et au final, moi, j'adore. Comme je dis, je suis bon nulle part, je suis moyen en tout. Et tu as encore une activité d'IAD ou pas? Non. Pas, non. Là, c'est en discussion, mais là, ça fait 1 an que j'ai quitté les blocs. J'aimerais bien garder un peu la main. Après, il y a un moment, il y a la réalité du terrain. À vouloir tout faire, on fait rien de bien. Donc, je pense que je me retire doucement de la clinique. Et puis, de toute façon... par exemple, moi, j'ai eu une grande expérience en pédiatrie. Là, je ne fais plus de simulation en pédiatrie. Parce que moi, j'estime que tu peux pas être et avoir été. Et que là, j'ai plus suffisamment d'expérience clinique. Mais après, ça n'engage que moi. Pour être cohérent avec un apprentissage de gens qui viennent chercher de l'expertise en pédiatrie. J'ai eu cette expertise. Je ne l'ai plus. J'ai des souvenirs, j'ai des compétences, j'ai des connaissances, mais j'ai plus l'expertise parce que je ne suis plus au quotidien. Et tranquillement, je pense que je vais me retirer de l'expertise de soins parce que je commence à la perdre, ce qui est normal. Donc dans les années qui viennent, tu feras de la formation, mais peut-être sur d'autres sujets que de la clinique ou du soin, et plutôt de l'accompagnement, de la pédago, des facteurs humains. Exactement. Ce que je vais maîtriser, ma nouvelle casquette. Quoi. Comment tu arrives à conjuguer toutes ces activités en même temps? Formation, écriture, ton travail de coordinateur de la recherche. Comment tu fais pour vivre au quotidien avec toutes ces casquettes? Alors, c'est une gymnastique. Non, mais c'est une organisation qui est quasiment millimétrée. J'ai quand même la chance et je voudrais rendre hommage, tu vois, aussi à mon institution, tu vois, là, je suis à l'hôpital Foch, à Suresnes, qui me soutient. Je pense que je pourrais pas tout mêler si j'étais pas soutenu par mon institution. Donc ça, c'est une évidence. Je lui fais des choses totalement de façon autonome. Bah, en fait, tu t'épuises.
Ouais. Forcément, il y a un moment, tu vois, souvent quand on décrit le parcours, on dit ah, c'est merveilleux, parce que les gens ne voient que le haut de l'iceberg, mais ils voient pas qu'en fait, sur les 5 semaines de vacances, au final, il y en a 3 qui sont dédiés parce que tu as pris des jours à droite à gauche pour aller te former, pour aller faire ci, pour aller faire ça. En fait, ils voient pas que tu n'as pas le repos derrière. Donc là, je suis quand même soutenu dans ma démarche de reconversion par mon hôpital, donc ça, c'est formidable. Puis c'est millimétré. Et puis j'ai une part incompressible, et ça je le soutiens, de mon rapport travail hors travail, si je peux en parler. Quand je suis plus au travail, je suis plus au travail. Je mélange plus je l'ai fait. Mauvaise idée. Bah, moi, j'arrive pas à ne pas être au travail. C'est même t'es chef d'entreprise, c'est différent, tu vois. Non mais il y a une autre valence. Moi je le fais plus. Je l'ai fait et ça m'a épuisé. Ça m'a épuisé. Donc c'est millimétré. Je me garde vraiment des temps qui sont sacralisés pour me reposer, pour me ressourcer, pour faire ce que j'aime. Autre chose que de la pédagogie ou de la recherche. Comment ça, t'aimes d'autres choses? Oui, j'aime d'autres choses. Et du coup, comment tu... Enfin, t'as quoi comme autre activité à côté du coup? En loisir. Tu joues? Je joue beaucoup. Jeux de rôle, jeux de société. Alors pour les auditeurs, je me déguise pas en chevalier. Hein. C'est les jeux de rôle où on a un geek caché. Un geek. Ouais, je suis un vrai geek. Hein. La console, voilà. J'aime beaucoup la lecture. Aussi, je lis pas mal et j'aime beaucoup la pâtisserie. Ah ouais. Bah, il va falloir qu'il y ait un défi à faire. Ah, pas de problème. Hein. Tu m'as jamais rien cuisiné, c'est quoi cette histoire? Ah bah, il fallait. Mais à Foch, on a fait un défi tarte au citron. Tarte citron paraguay, c'est mon dessert préféré. Ah bah, la prochaine fois, on refait un concours avec mon collègue et on t'invite. Ah bah, grave, avec plaisir. Non, mais en tout cas, merci pour tout. On va arriver au bout de notre échange. Je demande toujours une anecdote de soin, quelque chose qui t'a marqué dans ta carrière, quelque chose qui t'a accompagné tout autour de ta carrière, ce que tu aurais vécu et qui t'accompagne toujours. J'ai le droit à 2 choses. T'as tous les droits. Ah, merci. Tu sais que t'es ici chez toi, tu fais ça. C'est adorable. Tu cuisines pas de tarte au citron, mais t'es chez toi. J'ai un souvenir. Alors j'ai un souvenir qui est global. Et j'ai un souvenir vraiment, enfin une anecdote qui m'a marqué. Et j'ai encore j'ai encore la date. Enfin en tout cas la période de l'année. On était au mois de mai. J'étais en 2e année d'IFSI. Et j'étais en stage en hôpital de jour onco-hémato. Et je prends en soin un patient aveugle, kinésithérapeute. Et un jour, je lui dis... et en fait, j'ai l'habitude de le voir à l'HDJ. Et je lui dis, mon petit monsieur. Et un jour, il me dit, vous savez, Gary, je vous apprécie énormément. Il me dit, je vois plein de capacités relationnelles chez vous, je vois plein de qualités. Mais il me dit, en fait, vous n'avez pas... vous ne mesurez pas l'impact de vos mots. Bah, je suis mortifié. Qu'est-ce que j'ai dit? Et en fait, il dit, je suis aveugle déjà, j'ai un cancer, j'arrive pas à travailler. Il dit, vous me réduisez encore plus en me disant mon petit monsieur. Il me dit, j'entends toute l'affection que vous pouvez avoir. Il me dit, mais il me dit, c'est vraiment un conseil. Et ça... Bah, ça a changé ma carrière. Tu vois, j'en parle encore avec émotion, tu vois. Ça a changé ma carrière. Et donc, du coup, je fais hyper attention aux mots que j'utilise. Parce qu'en fait, ça a des impacts. On dit les portes sont des fenêtres. Enfin, il y a une expression comme ça, les murs sont des fenêtres. Bref, je sais plus, il y a des murs et des portes. Et je sais très bien, mais je retrouve pas l'expression. Je retrouve pas l'expression. Tu mettras un sous-titre. Ouais, c'est ça. Et ça a changé ma façon de faire. Donc ça, c'est le premier... mais ça m'a pas lâché. Ça fait... plus de 15 ans. Et la deuxième chose, c'est toujours tendre la main aux autres. Moi, je te dis, tu vois, c'est que des opportunités que j'ai eues. J'ai eu de la chance. On m'a toujours dit, est-ce que tu n'as pas envie d'essayer ça? Et je fais pareil. Quand les gens veulent faire le concours d'IAD, je les aide gratuitement sans rien. Et je leur fais juste promettre une chose. Que tu vois, là, le temps que je prends avec toi aujourd'hui sur mon temps privé, parce que c'est souvent du privé le soir, je dis, promets-moi que quand tu seras IAD, c'est souvent pour le concours d'IAD, hein, quand tu seras infirmière ou infirmier anesthésiste et que tu auras ton collègue infirmier qui veut passer le concours d'IAD, tu prendras le temps que j'ai pris. Voilà. Et c'est une promesse qu'on m'a faite, tu vois, que moi j'ai tenue quand des gens m'ont aidé. Et pareil, quand mon premier congrès, c'est là où j'ai écrit. La première fois, on m'a dit, mais t'as pas envie d'écrire sur ton mémoire? Je dis, je suis pas de grande qualité, je fais plein de fautes d'orthographe, je parle pas très bien français. On m'a dit, vas-y, essaye. Et on m'a tendu la main, tu vois. Et maintenant, je fais ça.
C'est 2 grosses anecdotes qui me... Non, mais c'est super. Qui me Merci. tiennent, De quoi. toute façon, j'ai envie de nous croire encore comme une communauté de soignants. Et si on peut se tendre la main et s'aider et se tirer vers le haut, tous les uns les autres. En fait, je pense qu'on peut vraiment faire un truc de très très bien avec cette communauté qui est pleine de bonnes valeurs. Ah bah oui, moi j'y crois vraiment, et sans démagogie, sans vœux pieux, hein. Je crois vraiment que le gâteau, pour en parler, comme pour la formation, tu vois, souvent les gens me disent « Ah, mais tu veux bien… » Je dis « Bah viens voir une séance de simu. » Là, j'ai plein de gens que tu connais aussi, hein, qui sont formateurs en simulation, parce que je les ai pris les 2-3 premières fois. Mais moi, comment j'ai fait de la simulation, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais viens voir comment ça se passe. » Après, je me suis formé par mes deniers, peu importe, tu vois, on va pas refaire l'histoire. Mais c'est l'intérêt initial, le coup de pouce initial. Exactement, c'est qu'on m'a montré, tu vois, on m'a accompagné, on m'a guidé. Et en fait, le gâteau, il est suffisamment grand. En fait, en aidant les autres, on m'a jamais rien retiré. La connaissance, c'est la seule chose que tu peux partager et qu'on t'enlève. Et qu'en fait, ça se divise pas. Ça se divise pas, tu perds rien. Et au final, le gâteau, il est suffisamment grand, que ce soit en formation, tu vois, en pédago, en poste. Bah, en fait, il y a suffisamment pour tout le monde. Et suffisamment. Hein. Mais je sais plus qui c'est qui a écrit un bouquin comme ça sur l'économie de la connaissance, où il explique justement que on parle d'économie autour de l'argent, autour de tout ça. Effectivement, si je t'achète une prestation ou un objet, je perds de l'argent contre. Mais quand tu partages de la connaissance, en fait, tu rajoutes de la connaissance à quelqu'un sans en perdre tu toi. perds rien. Et du coup, c'est tout un bouquin. Alors, je sais plus, il faudrait que je retrouve l'auteur, mais je trouvais le concept hyper sympa de dire que la connaissance, finalement, ça fait que se multiplier. Ah, mais bien sûr. Du coup, il n'y a aucun risque à la partager. Mais non, et en plus, du coup, les gens gardent un bon souvenir de toi et ils se rappellent, tu vois, regarde comment on s'est rencontrés. C'est parce que tous les deux, on connaît les mêmes personnes qui nous ont fait confiance, à qui on a tendu la main à un moment donné. Et ça fait des rencontres. Et les rencontres, des fois, elles changent ta vie. Hein. Ah bah oui. Radicalement. Hein. Clairement. Tu vois, moi, le poste de coordinateur de recherche, si la personne qu'on connaît en commun ne m'avait pas dit, mais tante, moi, je me sentais pas légitime pour faire de la recherche, tu vois. Elle m'a dit tante, et au final. Ça le fait. Bah ouais, ça a été une évidence, tu vois. Donc voilà. Bon, ouais, super, merci beaucoup, Gary. Merci à toi. Merci d'avoir accepté l'invitation, et puis à très bientôt. À très bientôt.